Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang. Vous allez voir à la suite deux extraits d'émissions de Biotique TV sur la chaîne sur laquelle je vous invite à vous abonner et notamment consulter son étude des eaux mariales, en particulier de l'eau de Kérisinen dans le Finistère qui a fait beaucoup d'effets sur les dernières intoxications médicamenteuses imposées à la population par la ruse, par le mensonge et par l'escroquerie bancaire. Dans ce contexte, je vous invite à penser aussi au cas des Amorites et vous allez voir ce qu'est une personne saine, ce qu'est une personne malsaine. Une personne saine, elle est connectée à la vie cosmique, une personne malsaine, elle est déconnectée. Et une personne déconnectée, elle va mourir. Et pour se maintenir en vie, elle va faire comme tous les organismes qui sont en train de mourir, elle va vous parasiter. Soit elle va vous parasiter, vous, électromagnétiquement, soit elle va permettre à une entité de la parasiter, elle, d'un point de vue électromagnétique, et de lui permettre de continuer à vivre d'un point de vue mémoriel. Ce sont des organismes complètement mémoriels, ce sont des persistances rétiniennes, c'est-à-dire que vous avez l'impression de voir des êtres vivants, mais en réalité ce sont des zombies. Jésus le disait, laisse les morts enterrer leurs morts. Eh bien, voyons ce que sont les vivants. Ensuite, on parlera un petit peu ensemble de ce que sont les morts, puis ensuite on reparlera de la vie cosmique, parce que c'est quand même plus intéressant que de s'occuper du problème des Amorites et de comment s'en débarrasser, que de perdre son temps avec Sauvage du monde, il était tellement parfait, Nicolas Sarkozy. Tu baises, Soso. Voilà. C'est vraiment des individus misérables qui, sous prétexte de sauver le monde, veulent mentir, voler et tuer, et pour ça se mettre en bande de criminels organisés. Cette bande de criminels, ces criminels en bande organisée, en français un nom, ça s'appelle la République française, une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, dont les tribunaux n'ont même pas de numéro de SIRET, dont ne sont pas des personnes morales. C'est en toute illégalité qu'on vous raquette, qu'on vous séquestre, qu'on vous envoie les miliciens et qu'on vous envoie aux étrangers des mercenaires. Alors arrêtez de travailler pour des crapules amorites, rejoignez Picardie, mais ça on en parlera au mois de mars. À bientôt. Nous savons que l'angle des temporaux forme la molécule H2O et qu'en face, l'angle opposé est l'angle de la silice. Nous avons vu que les temporaux, les os temporaux, sont des antennes qui captent un certain nombre d'informations cosmiques, notamment pour les gens informés, et que ces informations vont guider le cerveau vibratoire quantique, dans son fonctionnement et surtout son évolution. Nous allons voir dans cette vidéo que les os temporaux captent les particules cosmiques issues des vents solaires et que la structure H2O est une protection contre ce feu à la fois destructeur et régénérateur. On peut dire que ce mécanisme cortical, donc cerveau et crâne, fait partie de ce que j'appelle l'architecture vibratoire sacrée de l'homme. Cette architecture nous ramène à la grande tradition primordiale et son décodage insolite de messages cachés comme celui de la Grande Pyramide, des menhirs, certains symboles christiques et la mythologie. Maintenant, je vais vous expliquer qu'un des rôles, et non des moindres, du CVQ est de nous préserver de la déshydratation provoquée par les vents solaires. Les vents solaires étant très actifs en ce moment, l'importance de ce mécanisme de protection, notamment de la déshydratation, prendra toute son importance. La déshydratation cellulaire profonde engendrée par ces flux cosmiques étant préjudiciable à la bonne santé et corollaire, l'hydratation cellulaire profonde étant garant d'une bonne santé.
nous avons 5 éléments perturbateurs du système vibratoire quantique en rapport avec les vents solaires et le magnétisme de la Terre en ce moment. Le premier, c'est le départ du cycle 25 solaire qui a donc démarré au moment du Covid en novembre-décembre 2019, cycle de 11 ans, dans lequel, à la fin, nous avons une inversion du champ magnétique solaire. C'est-à-dire le plus devient moins et le moins devient plus, et comme je vous ai dit, cela a une répercussion sur nos cellules dans leur fonctionnement vibratoire quantique. Au cycle de 10 ans, va se rajouter un grand cycle de 100 ans, 111 ans, donc environ 100 ans, qui sera le cumul donc des 10 cycles de 10 ans. Comme une chronobiologie cosmique, ces cycles sont enregistrés dans une mémoire cellulaire particulière, mémoire que j'ai pu mettre en évidence progressivement et empiriquement, et cela sera très utile en thérapie pour comprendre la genèse de certains dérèglements, maladies, surtout cancer, mais aussi maladies auto-immunes. C'est comme si le Dieu Soleil, créateur de la vie, fournisseur de notre énergie vitale, nous demandait cette compréhension de la provenance de toute cette énergie de vie et son alchimie nécessaire pour arriver à continuer à vivre en fait dans les bonnes conditions. Comme ce mécanisme vibratoire quantique qui enregistre les fluctuations solaires n'est pas conscientisé, nous avons maintenant dans nos cellules le cumul de 10 ans d'inversion du champ magnétique solaire en mémoire, avec comme conséquence une tension cellulaire extrême et ses conséquences pathologiques. Et donc la résurgence, la flambée d'une nouvelle épidémie, le Covid-19 actuellement, que je qualifierais comme un reset cellulaire, une remise à zéro cellulaire. Le reset précédent ayant été naturellement la guerre de 14-18. Et bien sûr, la grippe espagnole avec un cumul de morts d'environ 80 millions de morts à travers le monde. Vous l'avez compris, chers amis, les Amorites sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la vie cosmique, ils sont morts. Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Il dit, vous n'êtes pas les fils du Dieu vivant, vous êtes les fils du Dieu mort, de Satan, de Bélial, le fils du menteur. Donc on a toute une partie de l'humanité, les 2/3, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, qui sont des cadavres ambulants. Et pour vivre, eh bien, ils ont besoin de parasiter, en particulier besoin de nous parasiter nous. Alors, ce n'est pas un problème de les laisser vivre à nos dépens, mais il y a une condition, c'est qu'ils soient nos esclaves, nos serfs. C'est ce qu'avait fait le roi Salomon, qui les avait réduits en esclavage. Si on les laisse prendre le pouvoir, et s'ils nous mettent, nous, sous esclavage, ils vont nous déconnecter du cosmos, et dans la mesure où il n'y aura plus d'humains sur Terre, ça sera la fin de cette planète. Le fin du projet divin. Donc, c'est pas seulement... Ça vous explique pourquoi ces gens-là veulent tuer 7 milliards d'Homo sapiens sapiens, nous dit Yuval Harari, et avoir des nanorobots avec un brin d'ADN artificiel. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre dans le cosmos en étant déconnectés du cosmos. Et pour ça, ils ont besoin d'une intelligence artificielle, ils ont besoin des nanorobots, ils ont besoin d'antennes. Vous avez une explication du cirque actuel. À bientôt. Gardez la suite, c'est affligeant. Donc on voit bien sur ce graphique, par rapport à l'épidémie de grippe espagnole de 1918, un cycle cumulé de 10 fois 11 ans qu'il va nous ramener à notre épidémie en 2018 de la même chose, Corona H1N1. Donc de toute évidence un rapport avec les cycles solaires. On peut même penser
que les guerres napoléoniennes, boucherie semblable à celle de 14-18, boucherie qui saigna une grande partie de la population mâle, paysanne et catholique d'Europe, était le but occulte inavoué de toutes ces guerres. Que les guerres napoléoniennes ont été activées sur ce même mécanisme cyclique de tension solaire. Nous avons un affaiblissement de la magnétosphère terrestre, c'est-à-dire le noyau produit moins d'énergie et cela se répercute sur le cerveau vibratoire quantique qui est en lien avec la Terre, sur ce mécanisme-là. L'accroissement des vents solaires. Alors c'est là où ça devient très préoccupant. Nous avons des indicateurs qui nous disent que les vents solaires sont de plus en plus puissants. Et donc, comme le bouclier magnétique de la Terre s'affaiblit, le rayonnement cosmique et solaire pénètre de plus en plus nos cellules, perturbant leur fonctionnement. Et l'impact sur le système vibratoire quantique est patent, et je vais vous l'expliquer. Ce cumul d'inversions, et je dirais ce cumul d'inversions non alchimisées, va provoquer l'effondrement de l'hypophyse par le biais de la selle turcique du sphénoïde. Et avoir des répercussions sur l'axe descendant, le thymus, qui est donc l'immunité, et notamment les surrénales, c'est-à-dire le stress et l'équilibre minéral. On parle d'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Un indice pour savoir si vous avez la selle turcique et l'hypophyse effondrée, cet indice se vérifie dans le positionnement et l'alignement des dents. Si vous avez un problème de denture, comme on dit, c'est que votre selle turcique est donc effondrée, entraîne l'hypophyse, avec toutes les conséquences que l'on a vues, et doit être remontée par la technique ostéobiotique et remise en cohérence de phase avec l'hypophyse pour que tout le cerveau vibratoire quantique fonctionne bien. Maintenant, faisons le lien rapide avec la théorie du docteur Seulement, qui nous dit que l'atrophie des surrénales, suite au stress, etc., est favorable à l'apparition des cancers. Donc, on peut très bien lier cet effondrement des surrénales actuelles dû aux perturbations solaires et l'explosion des cancers que l'on voit autour de nous actuellement. Mais pas seulement. Les redoutables manifestations inflammatoires avec l'explosion des cytokines suite au Covid, c'est ce dont nous parle le professeur Raoul, sont une autre conséquence de l'inversion solaire. En cas d'effondrement de l'hypophyse, le point de pulsation que je montre ici va migrer vers le bas. Cela fera un point focus virtuel qui n'est pas celui dont le cerveau a besoin exactement. Mais ça se passe comme ça. Le décalage va donc être pathologique. Le cerveau ne va pas être alimenté suffisamment en énergie, en tout cas il va le ressentir comme ça, en énergie source, et il va créer, en fonction des besoins de ses hémisphères, de son fonctionnement cérébral, etc., des néopulsations, que je montre ici, donc ce sont des néosphères, un peu comme des énergies de secours. Alors ces sphères vont être fonctionnelles un certain temps, et donc ne pas présenter trop de problèmes, à part des dérèglements psychiques et psychologiques, mais ce n'est pas si grave que ça. Par contre, quand le cerveau n'aura plus besoin, le conflit sera résolu par exemple, quand le cerveau n'aura plus besoin de ces néosphères, l'énergie ne va plus alimenter, ne va plus gonfler ce petit ballon, donc il va y avoir un vide à l'intérieur, un vide qui va être rempli avec du tissu cicatriciel. Et ce sera l'origine des tumeurs cérébrales que l'on peut lire sur les scanners. Et là, bien sûr, on retrouve la théorie de Hammer. Autre chose de très important. Alors, on est toujours sur un effondrement de l'hypophyse et une pulsation déficiente qui va migrer vers le bas. Le cerveau pourra choisir la thyroïde comme organe de secours pour l'alimenter en énergie source. Et ce sera bien évidemment
l'origine de problèmes thyroïdiens, les dérèglements, les nodules, les goitres, les maladies de base d'eau, etc. Pour certains, si le point de pulsation descend au niveau de la gorge, cela engendrera un problème de nourriture, anorexie ou paradoxalement boulimie. Les deux sont issus du même mécanisme, en rapport avec les protéines alpha, et je m'adresse aux spécialistes. Remonter le point de pulsation au niveau de celui de l'énergie source et le problème se régularise normalement. Répétons pour l'anorexie, tellement c'est important, pour moi en tout cas. Si nous avons un effondrement de la selle turcique et donc l'effondrement de l'hypophyse et de l'hypothalamus, puisque tout cet axe hypothalamo-hypophysaire suit, eh bien, le point de pulsation va donc être décalé vers le bas, ne va plus actionner, ne va plus activer les centres de l'appétit, de la satiété, et l'anorexie va s'installer. Donc toute la manœuvre consiste à remonter le point de pulsation, remonter cette sphère, la remettre en cohérence de phase avec les centres nerveux qui commandent l'appétit, et l'anorexie commencera à régresser progressivement, et le cerveau vibratoire quantique sera réinstallé, il sera opérationnel. En rapport avec la théorie de Hammer, pour la médecine vibratoire quantique, toutes les tumeurs viennent d'une translation de le point de pulsation sur un organe, c'est-à-dire la carence de pulsation du cerveau central qui est reportée par le cerveau sur un organe, qui va donc créer une néogénèse, une néovie, qui va avoir un temps de fonctionnement, et après, si ce n'est pas stoppé par une rédemption du cerveau quelque part, vous voyez, en psychosomatique, mais c'est pas suffisant, cela va continuer à croître comme si c'était un nouvel organisme qui poussait. Pour le cancer du sein, c'est la même chose. Translation de la pulsation sur le sein pour un problème de communication. Donc, par l'activation de cette pulsation bien centrée au niveau du cerveau central et son entretien, c'est un moyen unique de prévention de tous les cancers. Mais cela doit être fait le plus tôt possible dans la vie, au moins avant l'adolescence, pour éviter la déviation dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Pour les filles, il est très important de veiller à ce que la pulsation du cerveau central soit complètement libre, car elle est toujours associée pour une fille à l'énergie du père. Si la fille n'a pas lâché son père, il y aura toujours une faille dans son autonomie de fonctionnement. Et il peut y avoir un effondrement à un certain moment et création d'une tumeur au niveau central ou un manque d'énergie source pour continuer à vivre, et cela sera donc vraiment très handicapant. Cela peut se trouver, nettoyer, c'est un boulot énorme. On se sert du sérum minéral quantique pour ressortir la pulsation et tous ses travers, voir si les images du père ne sont pas enroulées autour de la pulsation, et là, la liberté, l'autonomie de la fille sera parfaite, et la descendance aussi. Il y a pas mal d'expériences maintenant comme ça dessus. Donc on voit sur ce schéma, c'est un schéma d'époque, mais toujours valable, dans le dos, j'ai schématisé le 8 des inversions qui se cumulent dans les vertèbres et les disques, qui créent des problèmes de dos, des affaissements, des déshydratations de disques et des problèmes de bassin. Voilà, vous pourrez lire si vous voulez. Et nous sommes bien maintenant en face, comme dit la tradition maya, à un nouveau soleil. Je voulais dire un nouveau soleil qui dessèche, qui déshydrate. Alors, j'ai sélectionné quelques symptômes que l'on ressent, et notamment ceux qui sont sensibles, ceux qui sont un petit peu en avance au niveau de leur sensibilité. Donc, j'ai sélectionné quelques symptômes. Bon, ils sont assez nombreux. Pour que les gens s'y retrouvent, je les mettrai dans la description, mais je vais en décrire quelques-uns. Personnellement, c'est vraiment le corps qui chauffe, la chaleur qui m'envahit, et qui est vraiment insupportable, qui bloque mes temporaux, qui bloque mon cerveau vibratoire quantique, d'accord, enfin mes temporaux, et il n'y a que quand je le réactive que j'arrive à lâcher
cette chaleur qui m'envahit de l'intérieur. Donc, si vous voulez, je m'applique à moi-même le principe vibratoire quantique, avec l'hydratation via les temporaux. Et c'est comme si vous voulez, on faisait recirculer l'eau d'un radiateur de voiture pour refroidir le moteur. Et là, par exemple, mon cerveau se calme, il devient plus serein, la nuit s'apaise, le sommeil se régule. Bref, le système d'hydratation est sous-jacent à la bonne santé et à la bonne régulation de tout l'organisme. À toutes ces perturbations solaires se rajoutent les ondes électromagnétiques parasites de la 5G, 4G, Wi-Fi, portable, Linky, qui interfèrent sur ces mêmes récepteurs, perturbant profondément le microbiote intestinal. C'est une des causes majeures des cancers fulgurants que l'on voit actuellement de l'intestin et des poumons. Rappelons le lien poumon-intestin connu en médecine chinoise. Maintenant, après avoir fait ce petit détour nécessaire pour comprendre l'application pratique sur la santé de cette mécanique céleste solaire perturbée, reprenons le cours de notre explication plus théorique. Le flux des particules solaires pénètre dans la mastoïde et va remonter l'os temporal, le rocher, jusqu'à la selle turcique, le centre du cerveau où se trouve l'hypophyse, le lieu de la pulsation. Il va donc suivre ce chemin qui est tracé, entre guillemets, par la fréquence hydrogène, par le chemin hydrogène, je dirais, qui est dessiné par la molécule d'eau. Et c'est pour ça que le Soleil, émettant des protons de l'atome d'hydrogène, puisque c'est une machine à hydrogène, va avoir cette infinité. Enfin, c'est l'expérience qui me fait dire ça. C'est tout à fait empirique. Et les résultats que cela donne sur la reconstruction du CVQ, c'est uniquement ça qui me permet de dire ça. Ce n'est pas du tout scientifique dans le sens pur du terme. Va remonter le chemin hydrogène pour aller, on va dire, s'alchimiser avec l'atome d'oxygène et créer le mécanisme, être à la base du mécanisme de l'hydroxylation et son fameux radical OH. Voilà, je vous mets cette magnifique animation 3D du temporal pour bien le situer dans l'espace du crâne, pour que si un jour je dois travailler sur votre temporal, vous ayez une notion de cette anatomie qui est vraiment très très importante pour arriver à comprendre les mécanismes profonds de la vie, en tout cas ceux que je suggère. Il faut dire que cet angle H2O des temporaux s'est formé progressivement au cours de l'évolution et il est synonyme, en tout cas pour la médecine vibratoire quantique, de l'apparition physique de l'homme sur Terre. C'est pourquoi il mérite, de mon avis, toute notre attention ainsi que la libération de sa dynamique. Je voulais dire de sa dynamique d'action par le mouvement circulaire. C'est la pénétration des flux solaires dans la mastoïde qui sera à l'origine de très grandes tensions au niveau du cou, au niveau des muscles du cou, et également pour les gens informés notamment de maux de tête, de migraine, de névralgie d'Arnold, puisque l'énergie non alchimisée à ce niveau-là va créer des points de tension extrêmes. Le feu solaire sera toxique si le mécanisme circulaire, c'est-à-dire l'énergie, on va dire l'énergie spiralée, l'énergie de pulsation contenue aussi dans le temporal, n'est pas activé. Si le temps est donc fixé. Si le temporal est fixé, il n'y aura pas d'alchimie de cette énergie, elle deviendra toxique, elle brûlera le cerveau. Et elle brûlera le centre du cerveau. Et
Chose supplémentaire que je vais vous indiquer, dans ce centre du cerveau, lieu de la pulsation, nous sommes, comme on dit actuellement, dans un cluster, c'est-à-dire dans un espace de vide où se produisent les transmutations biologiques selon la théorie de Louis Kervran que je reprends à mon compte et que j'applique dans le cerveau vibratoire quantique, dans ce centre de pulsation atypique qui est en fait cette pulsation, je rappelle toujours, dans un espace-temps différent d'une autre, connexe au nôtre, mais dans un espace-temps différent d'une autre, dans un espace de vide. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais je détaillerai ça dans une autre vidéo pour ne pas trop surcharger celle-là. J'ai encore un autre message à faire passer par rapport au Covid. Je le fais passer maintenant, plutôt que dans une prochaine vidéo, tellement c'est important. Attention, je sais que tout cela dépasse l'entendement et qu'il y aura beaucoup de gens sceptiques, voire dubitatifs, c'est normal. Bon, en ce qui nous concerne, pour ceux qui suivent ces travaux, ces révélations, nous avons le mouvement circulaire du temporal qui gère, qui commande l'ADN spiralé comme il est montré sur ce graphique. On sait que les liens entre les deux bases sont des liens hydrogènes. Il semble que l'introduction des protons d'hydrogène par rapport au flux solaire, comme je vous ai montré, soit quelque chose d'informatif. C'est comme si les protons avaient une intelligence, le Soleil avait une intelligence qu'il divulguait, qu'il délayait, je ne sais pas comment dire, sur Terre avec ces protons, qui atteignent l'amastoïde, qui atteignent le mouvement du temporal et qui rentre à l'intérieur pour informer l'ADN de son mouvement. Si tout cela est bloqué, il y a en ce moment, à cause des vents solaires, l'éclatement de l'ADN, la transformation de l'ADN et les débris de l'ADN sont ce qui est considéré comme les particules virales qui, soi-disant, sont le Covid. Et nous avons Steiner qui nous a bien expliqué ça avec l'électrification. Bon, il n'a pas parlé de vent solaire, mais finalement, comme j'expliquais, la 5G, la 4G, les vents solaires ont le même mécanisme de modification, de destruction de l'ADN, et on peut penser à à quelque chose de très global, quoi. 1918, after the biggest pandemic, the Spanish flu pandemic of 1918, Steiner was asked, what was this all about? And he said, well, viruses are simply excretions of a toxic cell. Viruses are pieces of DNA or RNA with a few other proteins. They bud out from the cell. They happen when the cell is poisoned. They are not the cause of anything. En ce qui me concerne, pour arriver à réguler mon cerveau vibratoire quantique, je refais passer par la technique le flux hydrogène direct dans mon temporal se calme parce que la nuit, il est complètement affolé par rapport à ce qu'il reçoit des influx solaires et des stress par rapport aux gens. Il suffit de sortir, vous êtes complètement submergé par les stress. Donc ces stress vous atteignent au niveau des temporaux. Bon, je ne parle pas des reins, mais voilà, au niveau des temporaux. Et toute la mécanique subtile est perturbée. Donc vous vous créez vous-même vos propres virus. C'est la théorie des somatides, hein, des microzymas. Et comme dit le professeur Raoult, cette théorie est en train d'être redécouverte, mais sous d'autres appellations. Voilà, je vous mets le bref extrait. Il y a 3 grandes branches bactériennes, microbiennes, si vous voulez, les eucaryotes, qui sont les cellules, y compris les cellules humaines. Les bactéries avaient été trouvées dans les années 70, ces archées, et depuis a été trouvé un nouveau groupe de microbes qui fait 20 à 40% des microbes de notre corps et de l'environnement qui étaient totalement inconnus, qui s'appellent
qu'on appelle pour l'instant les CPR, ou que nous on appelle les mini-microbes, qui a été découvert vraiment pendant le XXIe siècle. Les virus géants, qui sont probablement parmi les 3 virus qu'on retrouve le plus dans le microbiote humain, que nous avons décrits, qui étaient parmi les qui ont été décrits au XXIe siècle. Donc vous voyez, et puis à côté des archées, il y a un des microbes dont on pensait qu'ils étaient intermédiaires entre les archées et les bactéries, qui auraient donné vie aux eucaryotes. Nous, on pense que c'est des archées purement et simplement. On a décrit une aussi, une isolée du tube digestif. Et puis des parasites de ces archées qui sont aussi un nouveau monde qui était totalement inconnu. Donc on est rien que sur ce domaine de la microbiologie, si vous voulez, ça veut dire que 40 à 50% du vivant du monde nous était totalement inconnu au XXe siècle. Donc c'est extraordinaire. Voyons. Donc on a un monde à découvrir, et bien entendu, à chaque fois qu'on tire des conclusions immédiates sur les données que nous avons, on fait bien entendu une spéculation et on sait qu'on se trompe. Bon. On se crée nous-mêmes, et j'explique avec le mécanisme du temporal de l'ADN, que j'explique comment ça se passe. Donc il suffit de fortifier ce mouvement, de le redéclencher, de le fortifier pour que l'organisme tienne le coup jusqu'à ce que ce délire, alors est-ce que c'est un délire solaire, un délire astral, un délire socié, enfin des gouvernants qui nous ont mis dans cette merde, quoi. Eh bien, c'est globalement, pour passer le cap, réactivons le temporal, et à ce moment-là, tout se régule, les cancers ne flamberont pas, les maladies resteront tranquilles, voilà. Expliquons maintenant l'Eucharistie, selon ce même principe vibratoire quantique, l'hostie symbolisant la pulsation originelle, une fois introduite dans la bouche, son énergie doit migrer vers le haut pour activer la pulsation originelle, voire ouvrir le canal de l'énergie source pour que la genèse de l'homme contenue dans cet espace-temps particulier dont je vous ai parlé, donc le corps du Christ, un espace-temps différent du nôtre mais connexe au nôtre, où se trouve la genèse de l'homme, cet espace-temps soit activé et que tout le principe créateur du Dieu créateur se réintroduise dans l'homme avec tous les bienfaits que l'on peut imaginer. Et nous sommes également au centre de la croix. Tra la 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 dig don tra la 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 la. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan français, il n'est guère enviable. Le sort du paysan breton, nigedondan, tralalalala, il est encore pire. Le sort du paysan breton, nigedondan, tralalalala, il est encore pire. Les cumulards de la ville nous volent nos terres. Les cumulards de la ville nous volent nos terres. Il nous faut nous en aller, nigedondan, tralalalala, dans les banlieues des villes. Il nous faut nous en aller, nigedondan, tralalalala, dans les banlieues des villes.
d'embauche au joint français au salaire de famine. Y'a peu d'embauche au joint français au salaire de famine. Quand on réclame on se fait virer, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, la porte de l'usine. Quand on réclame on se fait virer, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, la porte de l'usine. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier français, il n'est guère enviable. Le sort de l'ouvrier breton, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, il est encore pire. Le sort de l'ouvrier breton, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, il est encore pire. Qu'à s'engager dans l'armée française, on n'a plus qu'à s'engager dans l'armée française pour aller tuer au Tchad ou en Martinique, pour aller tuer au Tchad ou en Martinique. Nos frères colonisés, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, qui eux se libèrent. Nos frères colonisés, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, qui eux se libèrent. Le sort du soldat français, il n'est guère enviable. Le sort du soldat français, il n'est guère enviable. La mort d'un breton au Tchad, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, elle est encore pire. La mort d'un breton au Tchad, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, elle est encore pire. Bretons en compris, enfin se révoltent. Mais les Bretons en compris, enfin se révoltent. Guy d'Alblet et Saint-Brieuc marquent une autre époque. Guy d'Alblet et Saint-Brieuc marquent une autre époque. Le pouvoir des travailleurs, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, qui nous rendra libres. Le pouvoir des travailleurs, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, qui nous rendra libres. Le sort du bourgeois français ne sera guère enviable. Le sort du bourgeois français ne sera guère enviable. Le sort du bourgeois breton, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, il sera encore pire. Le sort du bourgeois breton, digidondan, digidondan, tralalalalalalala, il sera encore pire. Donc, je vais répéter pour ceux qui ne le connaissent pas, et pourtant je pense que maintenant ceux qui nous suivent avec nos vidéos doivent commencer à bien avoir en main cette mécanique crânienne, cette mécanique corticale. Nous avons une dynamique interne, une puissance qui se révèle dans notre cerveau, dans notre crâne, une puissance qui vient d'une autre dimension de l'espace-temps et qui conditionne à la fois notre physiologie et notre structure. Également, par cet enroulement, elle continue à former progressivement, en fonction de phénomènes externes qu'on peut associer à l'épigénétique, elle commence à nous conditionner notre forme future au niveau crânien. Nous sommes à la dernière étape au niveau de l'évolution. C'est pour cela qu'on peut peut-être parler 6, le chiffre de l'Apocalypse 666, qui serait sûrement la 6e et dernière bascule du sphénoïde. On vous passera un court extrait des travaux d'Anne d'Ambricourt dans le célèbre, cultissime film Homo sapiens, la nouvelle histoire de l'homme, que je vous invite à voir en intégralité, qui nous parle de ces mêmes constats au niveau crânien par l'intermédiaire de l'os sphénoïde. La base du crâne, comme l'ensemble de la dynamique crânienne, s'organise autour d'un os unique, le sphénoïde. Il s'avère, à mesure que l'on
on remonte au développement, que l'os, qui est le premier à se mettre en place, et qui par sa forme va déterminer la position des autres os, c'est ce qu'on appelle le sphénoïde. L'os, voilà, le plus complexe, mais le plus différencié du crâne. Le sphénoïde, un os caché au centre du crâne. Un os d'une dizaine de centimètres d'envergure. Un os en forme de papillon, placé au niveau des yeux, juste en dessous du cerveau. Au cours de notre développement, c'est autour de lui que notre crâne puis notre squelette vont se mettre en place. L'os sphénoïdal, c'est donc le pilier central de tout notre grand pulse crânien. En avant de lui, la région du front, latéralement, les os temporaux et les os pariétaux. En arrière de lui, eh bien, toute une série d'os qui vont s'établir sur la colonne vertébrale qui va déterminer notre posture, notre statique bipède. Et il y a une grande articulation. C'est celle qui unit le sphénoïde avec l'occipital. Et ces articulations vont travailler au moment de la mastication, vont travailler, absorber toutes les contraintes, non seulement de la mastication, mais de la bipédie. Même si on a l'apparence d'avoir des solides, en fait, la construction de chaque os obéit à des lois de mécanique des fluides. Donc nous n'avons pas un bloc d'os, nous avons réellement un pulse qui est en train de vivre et de se dynamiser et de bouger. Mais nous allons plus loin, puisqu'on pense que c'est l'ensemble de la dynamique interne crânienne osseuse et médusa qui recèle toute cette puissance intérieure minérale. Dans le minéral, il y a la force. J'avais dit au début de mes recherches, l'âme est dans l'os. Donc nous avons cette force intérieure dans tous les os, mais qui se manifeste plus particulièrement dans le sphénoïde, avec l'invagination de la courbure, qui corrobore celle du mouvement médusa, donc la force spatio-fréquentielle qui nous conditionne de l'intérieur. Pour rappeler, par exemple, les autistes ont cette force médusa qui reste bloquée en invagination, donc ils ne communiquent pas. Je vous invite à voir les vidéos sur l'autisme à ce sujet. Alors, une petite précision pour l'autisme. Nous avons un blocage supplémentaire du mouvement circalaire du lobe temporal qui bloque l'expression de la parole chez les autistes. C'est souvent dû à un problème d'oxygénation, de vascularisation, c'est-à-dire à un moment, le cerveau reste en hypoxie et ses parties sensibles ne sont pas suffisamment vascularisées pour que l'effort d'expression de la parole puisse se faire. Normalement, en réactivant ce mécanisme-là, parallèlement à l'emploi du sérum minéral quantique, on a des gros progrès. On arrive à des gros progrès. Mais attention, l'oxygénation dont je parle est une oxygénation particulière. C'est celle transmise par le support calcium. Le calcium, c'est A2+, et non celle transmise par le fer. D'où l'importance du sérum qui va activer ce mécanisme alchimique d'oxygénation, un mécanisme si particulier et contrôlé par le CVQ et dédié aux tissus blancs, donc notamment les tissus du néocortex. Je vous invite à vous rapprocher des travaux de mon ami Philippe Perromino pour avoir plus de renseignements. Petite précision, nous avons vu dans la vidéo précédente que le rocher, l'os du temporal, avait le mouvement du cachalot qui plonge, le mouvement que j'appelle circalaire hors de l'espace-temps. Eh bien, ce mouvement entraîne lui-même le mouvement, une dynamique interne du lobe temporal. Mais là, c'est un mouvement particulier associé à celui de l'os temporal. Alors, comme vous le voyez, nous avons, par rapport au CVQ médusa, un mouvement supplémentaire, celui du lobe temporal, qui s'est incrusté dans le CVQ médusa. Donc, le CVQ médusa a en fait deux mouvements, mais qui sont complémentaires.
Cette puissance-là se manifeste dans le sphénoïde et également dans l'ethmoïde. Donc les trois os du plancher crânien sont hyper sollicités par rapport à cette dynamique. Mais je le répète, qui est conditionnée pour moi par cette force médusa en amont, hors de l'espace-temps, qui donne cette puissance, cette connexion avec ces structures d'évolution. Et c'est le moment de faire la distinction entre l'ostéopathie classique et l'ostéobiotique, cette dernière étant une ostéopathie particulière au service de l'évolution. Mais à quel moment du développement d'un individu cet os fondamental se met-il en place? Et comment? Anne d'Ambricourt se plonge alors dans l'étude du développement de l'embryon et du fœtus. Elle veut découvrir à quel moment précis le sphénoïde acquiert sa forme. En remontant au-delà de la période fœtale, en lisant tout ce qui avait pu être écrit, décrit et publié sur la flexion de la base, j'ai réussi à trouver le moment où le crâne se forme, la base se forme, elle se forme seule, et le moment où on assiste à la flexion est bien décrit, et c'est entre 7 et 8 semaines, c'est-à-dire pratiquement à la fin de la période embryonnaire, juste avant que la période fœtale commence. Le sphénoïde est le premier os qui se forme chez l'embryon. Dans les premiers jours de la vie, il est plat, comme chez tous les mammifères. Puis le cerveau et le système nerveux s'enroulent progressivement autour et le sphénoïde fléchit. Puis le cerveau et le système nerveux s'enroulent progressivement autour et le sphénoïde fléchit. Donc cela va bien dans le sens que j'essaie de démontrer que c'est le cerveau vibratoire quantique qui est prioritaire par rapport à l'évolution. C'est l'invagination du cerveau médusa qui va aspirer, tirer le sphénoïde de l'intérieur et le faire basculer. Et après avoir les effets au niveau de la forme du crâne. Le développement de cet os, chez différentes espèces de primates, Anne d'Ambricourt découvre qu'il fléchit d'une manière identique, mais avec plus d'amplitude chez l'homme que chez les autres espèces. Comme s'il était guidé par une même dynamique, comme s'il existait quelque part en nous une mémoire de l'espèce, une mémoire du chemin parcouru par l'évolution. Et cette mémoire, c'est bien celle contenue dans le CVQ, dans la dynamique du CVQ, dans sa possibilité de se connecter à d'autres espaces-temps. Manifestement, il y a une mémoire interne, parce que si cette mémoire n'existe pas, le processus de flexion de la base, j'entends plus important, ne se répète pas. Quand par malheur le sphénoïde de l'embryon ne fléchit pas, voici le crâne de l'enfant qui vient au monde. Il n'est bien sûr pas viable. Le cerveau est à peine ébauché et la mâchoire énorme, des proportions qui rappellent de façon flagrante celles des crânes archaïques. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. On ne voit pas cet enroulement de la bascule occipitale et puis ce plissement donc, au niveau du sphénoïde. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Et puis la grandeur de la mâchoire. Ah oui, oui, très très grande. Hein, très, très grande. C'est étonnant. Et surtout la branche montante. Ça, c'est un caractère primitif, ça aussi. Oui, hein, cette branche montante très développée. Et on a quelque chose comme une sorte de petit résumé de l'évolution humaine qui est assez intéressante. Tout à fait. Si la mémoire de cette dynamique s'est transmise au fil des millénaires, qu'elle existe quelque part au cœur de nos cellules, alors cela voudrait dire que le moteur de notre évolution n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Notre processus évolutif serait le résultat d'une logique interne qui aurait conduit nos ancêtres d'il y a 60 millions d'années vers l'homme d'aujourd'hui et qui nous pousse déjà vers l'homme de demain. C'est donc une histoire constamment interne et l'extérieur n'intervient qu'après, de façon seconde. Manifestement, donc ce qui se dégage de cette nouvelle approche, maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est que si l'environnement a un rôle, il n'est pas suffisant. Nous avons
dans le crâne, pour activer le cerveau médusa, et vous allez voir que cela corrobore le mécanisme de la bascule du sphénoïde, nous avons un point central où se manifeste la pulsation. Donc une sorte de goulot d'étranglement dans lequel toutes ces énergies externes qui viennent d'autres dimensions, du cosmos, de mémoire akashique, de mémoire de vos ancêtres. Donc comme un goulot d'étranglement arrive dedans et se manifeste sous forme de pulsation. La pulsation étant la manifestation de l'énergie source. Cette pulsation va se transformer en mouvement, avec le premier mouvement étant celui de l'invagination champignon, un système que l'on va retrouver au niveau de la formation après la gastrula, au niveau du embryologique, et qu'on va retrouver constamment dans le cerveau, dans ce cerveau primitif. Et ceux qui connaissent les théories de Hammer, ceux qui connaissent un peu les théories du cancer au niveau des compléments alimentaires champignons comprendront que peut-être plus ou moins inconsciemment ou voire maladroitement, on essaye par l'équivalent champignon qui a toujours un peu cette forme au niveau du champignon atomique, vous voyez ce champignon qui creuse de l'intérieur, de réactiver le premier principe de manifestation de l'énergie de pulsation. Donc la pulsation va se transformer en champignon intérieur qui va donc après s'animer au niveau de ce mouvement médusa. Et c'est à partir du moment où la pulsation qui va donc créer cette invagination n'est pas pure, par exemple, pour une fille, elle est entichée d'une image du père, c'est-à-dire elle n'est pas libre au niveau de sa pulsation parce qu'elle a fait soit un manque de l'énergie du père, soit un transfert sur l'énergie du père, papa, soit elle a été soumise à l'énergie du père. C'est-à-dire, j'ai souvent le cas de filles qui ont été créées pour leurs parents. Ou alors, on attendait un garçon et c'est une fille qui est arrivée. Donc, la racine de la pulsation de cette fille va être parasitée par quelque chose qui ne va pas favoriser la bonne santé de cette pulsation. Donc plus le cerveau va se construire sur cette déviation, je parle souvent des déviations, moins les racines, moins les fondations vont être solides et plus le cerveau aura des difficultés. Et plus on avancera en âge, plus avec la mémoire des stress de la vie, cette pulsation, ces fondations étant, on va dire, brinque-ballantes, le système de cancérisation, c'est-à-dire le transfert de la sphère, un peu comme la morula, hein, par rapport à... Je vous montrerai une autre vidéo comment se construit sur cette pulsation par rapport à l'énergie sacrée. Eh bien, ça va se transmettre sur d'autres organes, ça sera les néo-organes et les cancers fulgurants. Donc, il est indispensable pour avoir une vie normale d'avoir cette pulsation, la pureté de cette pulsation en soi, pour que la construction embryologique, donc mésoderme, ectoderme et endoderme, soit sur des bases, des fondations les plus solides, les plus pures possibles. Évidemment, c'est très rare maintenant. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et voilà, je vous explique le mécanisme fondamental que je pense être le bon pour expliquer à peu près toute la genèse des maladies et notamment celui du cancer. On peut comprendre par rapport au point de pulsation, donc ici au niveau de l'endoderme. L'endoderme sont les tissus qui représentent tous les viscères, notamment les intestins, et ensuite la vésicule vitelline qui va être aussi un résidu du cordon ombilical ensuite, mais donc au niveau de l'intestin, que la pulsation qui n'est pas active ou bien placée à ce niveau-là, soit source de cancer de l'intestin, de maladie de Crohn. Enfin, c'est ça la racine. On y retrouvera le symbole de la Vierge, qui sont la Vierge Marie, sont les intestins. Donc, comme si la pulsation s'adressait d'abord aux intestins, aux viscères, deuxième cerveau, avant d'épanouir le reste des tissus. D'où l'importance, en tout cas, pour comprendre les cancers de l'intestin, ces néo-organes qui se forment, et pour comprendre les maladies de Crohn, c'est à cause de ce problème de racine de pulsation dès le départ, qui est active, pas active, qui est active, pas active, qui est active, pas active. Pour les anorexiques, c'est la même chose. Ce sont des cerveaux qui, dès le départ,
pour X raisons, notamment des problèmes avec le père qui n'a pas transmis l'énergie ou qui la met ailleurs dans sa profession et tout. Donc le cerveau de ces filles n'ayant pas de pulsation, ces filles étant sensibles, voire un peu une sorte d'idéalisme au fond de chercher la pureté, eh bien le cerveau va commander d'arrêter la nourriture pour ne pas que le corps se construise sur des fondations brinque-ballantes qui vont perturber le fonctionnement. Donc réactiver la pulsation et l'anorexie disparaît normalement, disparaît progressivement, voire très rapidement. Alors, que se passe-t-il en ce moment ? Tout du moins au niveau de la médecine vibratoire quantique ou du système vibratoire quantique, donc qui inclut le fameux cerveau, la fameuse puissance dynamique interne que je décris, qui est une force qui vient d'une autre dimension de l'espace-temps, dans lequel est inscrite déjà toute la forme ultime de l'homme, de l'humain. Eh bien, cette force-là nous conduit à notre forme future, en incluant bien entendu cette bascule du sphénoïde. Mais il se trouve que l'enroulement circulaire du cerveau, qui est donc sous-jacent, du cerveau vibratoire quantique, qui est sous-jacent à cette force, qui est pour moi en fait un des principaux facteurs, se trouve malmené par notre situation actuelle au niveau, on va dire, mondial, au niveau pollution, etc. Donc, plutôt que le sphénoïde soit aidé par cette force, cet enroulement circulaire, pour arriver à s'épanouir et à ressurgir au niveau de notre espace-temps et nous donner, comme parle Anne d'Ambricourt, notre bascule, et que moi je dis notre 6e bascule ultime, eh bien ce mécanisme-là ne se fait pas, en tout cas dans le confort. Donc nous avons une inversion, sinon un blocage, mais qui dit blocage dit inversion, qui n'avance pas, recule, au niveau du sphénoïde, avec, comme je le disais dans une vidéo précédente, effondrement de l'hypophyse. Voilà tout le problème en ce moment de notre nouvelle adaptation forcée par la nature, que j'appellerais pour moi une sorte d'apocalypse, une sorte de révélation de ce que l'on doit être et devenir par le fond, par ses racines, par ses fondations, par ses espaces-temps différents qui s'incarnent en nous et nous conduisent vers notre devenir, voilà, je me répète, eh bien, voilà tout le malheur actuel. Et pour ce que nous subissons apparemment au niveau mondial, si vous voulez, les résidus d'adaptation, le combat intérieur de notre corps, des cellules, des anciennes cellules, qui doivent se transformer pour devenir des nouvelles cellules, c'est-à-dire conduites sur cette nouvelle identité, ces nouvelles fréquences du futur, eh bien, sont des résidus que l'on peut sont des résidus d'adaptation, on va dire de combat, mais je dirais plutôt d'adaptation, qui sont pathogènes, mais disons qui sont associés à tout ce que l'on peut comprendre des virus et des fragments d'ADN testés avec plus ou moins de bonheur par le test PCR. Bon, on fait court là-dessus, on n'a pas le droit d'en parler si on est sanctionné par YouTube, c'est hallucinant, mais bon, donc on n'en parle pas. On en parlera sur Odyssée. Mais voilà, en fait, notre situation actuelle, un problème d'adaptation. Donc tout cela vient bien entendu de travaux, d'expériences que j'ai qu'on m'a permis de mettre au jour, c'est-à-dire une anticipation par rapport à cette bascule, d'accord, qui permet l'épanouissement de la force osseuse du sphénoïde et la bascule dont parle Anne d'Ambricourt, ainsi que les dents, puisqu'on avait une parodontologue apparemment qui parle de la même chose, et donc permettre à l'adaptation. Et en ce moment, cela paraît être assez vital, parce que il me semble que si ça passe pas, si on s'adapte pas, on casse. En tout cas, c'est ce que je constate. Avant de passer à autre chose, je vais vous parler du cas d'une amélioration spectaculaire d'un enfant à la fois autiste, Asperger et enfant lumière, qui, grâce au mécanisme d'évolution dont je vous ai parlé, donc activé par la thérapie vibratoire quantique, a pu sortir rapidement de l'autisme. C'est assez exceptionnel, mais cela résume bien ce mécanisme. Alors, on regarde sur le graphique, et il faut voir sur le schéma les sauts d'évolution du crâne
et donc du cerveau et de la conscience, à partir d'un point source, et tous ces sauts s'étalonnent de 1 à 12. Alors en fait, il y en a 6, mais on peut multiplier par 2 pour avoir exactement le nombre de pulsations, donc sous forme de biofréquences, je parle, qui permettent de comprendre tous ces sauts d'évolution qui se sont passés et qui sont encore en nous et qu'il faut réactiver si l'on veut nous relier, se relier au point 0 de l'énergie source et au point numéro 12, 12e biofréquence de pulsation qui se passe actuellement. Actuellement, on est sur la numéro 11 et on doit basculer. Donc, je vous fais la petite animation pour que vous compreniez où on est. Vous voyez, je vous ai mis le sphénoïde qui mémorise en lui toutes ces biofréquences de pulsation. Donc, c'est celle, la 12e, qu'il va falloir atteindre maintenant pour avoir l'énergie du futur, l'énergie du cerveau du futur, de la conscience du futur. Donc, n'oublions pas que la pulsation numéro 12 est une dimension christique, car axée sur les constellations Poisson-Vierge, et on sait que Poisson-Vierge, en astrologie, c'est 6-12, donc tout colle, si on peut dire. Donc, nous avons fait 2 séances sur le petit, et très bien, et à la 3e séance, on décide de faire le sérum minéral quantique, et cela a provoqué un bond d'évolution immédiat, un bond salutaire, qui a permis au cerveau d'atteindre la bascule suivante, c'est-à-dire la 12e fréquence, la 6e bascule. Et donc, de se sortir de l'autisme. Alors le petit ne parlait pas, faisait quelques mots, quelques syllabes, et avait un comportement de cri animal, c'est-à-dire qu'il imitait les cris des animaux, tout simplement parce qu'il avait eu une inversion au niveau de l'évolution, à cause des vaccins notamment, qui le faisait régresser dans son animalité. Donc à la 3e séance, grâce au sérum minéral quantique, notamment, puisqu'il y a aussi bien entendu la puissance des mains et la puissance de toutes les séances, on arrive à le remettre en saut quantique, donc ce saut dans le vide, puisqu'on passe par différentes structures dans le vide pour que le cerveau vibratoire, le cerveau médusa et tout l'ensemble de la structure se réétalonnent pour arriver à la berge, vous voyez, à la nouvelle berge de la 6e bascule, analogiquement la 12e pulsation, et là ça a été assez spectaculaire. La mère et même moi des fois on n'en revient pas tellement c'est surprenant la façon dont nous gâte la nature, on a été gâtés. Et donc j'ai un mail de la mère quelques jours après, mon enfant fait des phrases, commence à faire des phrases, regarde dans les yeux, ça j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi un grand principe d'arriver à faire regarder dans les yeux. Les autistes ne regardent pas dans les yeux parce que le point de pulsation étant déficient, quand nous, avec notre puissance d'adulte, on scrute le regard, ils se sentent quelque part pas un peu violés, mais un petit peu mal à l'aise, et ils échappent du regard. Donc tout ça se rétalonne, et surtout, les cris d'animaux qui étaient épouvantables au niveau de son comportement ont cessé. Donc un grand succès, mais qui s'explique par cette mécanique d'évolution qui a été remise en état avec voilà, tous les principes que je vous évoque. Voilà. Maintenant, je vais associer les travaux de Sébastien Boller sur le striatum. Alors je vous le montre déjà en 3D en train de tourner, donc une structure du cerveau central. Pour comprendre une structure corticale très importante impliquée dans l'évolution. Et l'on voit que le striatum subit cette même dynamique d'enroulement que le CVQ frontal. Tout cet enroulement à l'intérieur, bien entendu, c'est dans une autre dimension. Le nerf, enfin, la structure nerveuse ne bouge pas. Mais il y a cet enroulement qui gère le mécanisme. Normalement, c'est l'enroulement circulaire du cerveau frontal et préfrontal, outil de gestion de l'évolution, qui doit gérer, dominer, si je puis dire, le striatum. Striatum qui sont des structures d'instinct primitif. Comme l'enroulement, le cerveau vibratoire quantique est globalement absent et pire,
l'énergie du cerveau frontal encore plus vide, eh bien le cerveau, enfin la personne est livrée à ses instincts primitifs dictés par le striatum. C'est l'explication du comportement actuel des jeunes du tout de suite, ce comportement très pénible qui est à déplorer. Mais bon, c'est pas de leur faute, on leur a bloqué leur CVQ et bloqué leur cerveau frontal. Et également l'explication de la schizophrénie. Alors la schizophrénie, je me réfère aux travaux de Gernez pour montrer que en fonction de la neurogénèse, eh bien ce sont les neurones du cerveau central, les neurones primitifs, qui ont pris l'ascendant sur la maturation neuronale frontale, issue de l'apprentissage. Donc, vous voyez, par rapport à un schéma, un système d'apprentissage classique, les neurones issus du cerveau central, dans la schizophrénie, vont avoir une prédominance, une prépondérance sur les neurones d'apprentissage qui sont déficients, probablement à cause d'un blocage de l'enroulement circulaire du frontal. Donc ce sont les neurones du tout de suite, de la domination, bref, des idées qui arrivent, qui ne sont pas contrôlées par le préfrontal, qui vont gérer le cerveau du schizophrène. Alors, l'absence ou la difficulté actuelle de la maturation du cerveau préfrontal, due dans un premier temps au blocage global du CVQ, son absence, bref, nous l'avons vu, et ensuite, de surcroît à l'absence de son enroulement circulaire frontal, amène au triomphe actuel de l'individualisme, comme l'expliquent à leur manière certains pédopsychiatres. Ça date pas d'hier, les hommes ça fait un certain temps, les femmes ça fait, je dirais, un gros siècle, mais la particularité aujourd'hui c'est que même les enfants, je dirais presque dès leur naissance, sont élevés comme s'ils étaient des individus, c'est-à-dire des particules complètement indépendantes et complètement autonomes quasiment dès la naissance. Bon, mettons les quelques premiers mois de côté. Il y a une caractéristique pour cela, c'est qu'effectivement on a décrit, nous les premiers, les pédopsychiatres, les psychologues, on a décrit ce qu'on appelle les compétences du bébé et les compétences du nourrisson. Et ce jour-là, l'éducation a complètement changé. Jusque-là, l'éducation, c'était au fond d'apprendre à l'enfant les règles, d'apprendre à l'enfant à bien se tenir et à le savoir-vivre. Et à partir du moment où on a décrit les compétences des bébés, le travail des parents, j'ai envie de dire, ça a été de faire tout pour stimuler les compétences de l'enfant pour qu'il soit, selon le mot des parents, épanoui. Et moi, je résume ça sur ce sorte d'aphorisme. Jusqu'à présent, l'éducation, selon son étymologie, ex ducere, ça consiste à conduire l'enfant vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la société. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que l'éducation, ça consiste à conduire l'enfant vers lui-même, le conduire à lui-même, à ses compétences, et en oubliant quand même que l'enfant est un être social et qu'il doit vivre en société. Et il y a une autre chose aussi qui est essentielle pour pouvoir vivre dans la société, c'est qu'il faut que son propre désir ne soit pas souverain et ne soit pas le guide, je dirais, impérialiste, dans une forme d'impérialisme du désir, qui le conduise, qui le prenne par le bout du nez. Je pense qu'une des difficultés éducatives majeures des parents, c'est de faire en sorte que leur enfant arrive à tolérer la souffrance d'un désir non satisfait. Je me répète, tolérer la souffrance d'un désir non satisfait. Il ne s'agit pas d'interdire tous les désirs à un enfant, mais que de temps en temps, le petit enfant puisse être confronté à la souffrance d'un désir non satisfait, c'est pour son psychisme quelque chose d'absolument essentiel. Or, plus personne aujourd'hui ne parle de cela et ne présente ça. Ce que je viens de dire, c'est comme si c'était des mots d'une sorte d'insanité, des mots presque pas normaux. Donc, on vient d'avoir une explication par ce pédopsychiatre d'une éducation basée essentiellement sur le cerveau primitif, en l'occurrence le striatum, qui va donc aller dans le sens de l'individualisation, de l'assouvissement des besoins primaires, de l'égoïsme, etc. Ceci nous amène maintenant à la conférence de Sébastien Boller, que je me permettrai de commenter de temps en temps pour bien faire le lien avec ce qui nous concerne dans cette vidéo, bien entendu, le cerveau vibratoire quantique et son implication dans le comportement et l'évolution.
Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. L'intitulé de mon intervention, donc, comme vous le voyez là, pourquoi nos passions consuméristes bloquent notre passage à l'acte. Alors, passion consumériste, ça fait peut-être un petit peu psychologie de comptoir, mais en fait pas du tout. Quand on parle de passion consumériste, on parle de choses qui sont vraiment à l'œuvre aujourd'hui. Je me souviens qu'au début du mois de juin, au moment du déconfinement, du premier déconfinement en France, il y a une publicité qui est passée sur toutes les antennes, certains s'en souviennent peut-être. C'était pour une marque automobile, je peux la citer, c'était pour BMW. Et la publicité disait pendant 2 mois, vos instincts ont été maintenus en sommeil. Il est temps de les réveiller. Voilà. Donc il y a cette idée qu'il y a un instinct humain. Et les publicitaires sont assez avisés, ils prennent pas leurs décisions au hasard quand il s'agit de trouver les bons mots. Et il y a des sommes en jeu et ils ont tapé dans l'idée d'instinct. Il y aurait un instinct humain de la consommation et de la consommation de choses luxueuses, prestigieuses, qui donnent du plaisir facile, de la vitesse. Et évidemment, c'est très intelligent de la part d'un constructeur automobile d'aller titiller cette fibre-là et de dire finalement à vous, à nous consommateurs, pendant 2 mois, on a bridé votre moi profond, votre désir profond, on vous a écrasé. Là, il faut se réveiller. Il faut que la vie reprenne de plus belle et que la consommation reprenne de plus belle. Oui, sauf que l'être humain, effectivement, il y a l'instinct, et on va en reparler. Mais au-dessus de l'instinct, de temps en temps, il y a une petite lumière qui s'allume, qui s'appelle la conscience. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on est en volant de sa BMW ou de sa Ferrari ou de sa Porsche, comme on parlait Aurélien Barraud, il y a une petite lumière de la conscience qui nous dit « Ah oui, mais je suis parfaitement au courant que d'ici 30 ans, je vivrai sur une planète dévastée. » Alors, qu'est-ce qui se passe là dans notre tête? Qui va gagner entre l'instinct et la conscience? Alors, le plus désolant, quelque part, le plus drôle, le plus pathétique, c'est que la plupart du temps, ces deux-là, instinct et conscience, réflexion, cohabitent l'un à côté de l'autre sans jamais se parler, ce qui donne des situations totalement ubuesques. Alors, je prends un exemple très simple. Au moment où je commençais à écrire mon livre, Le bug humain, qui trahit le dysfonctionnement de notre cerveau, qui va être un peu le sujet de cette conférence, un matin, à 8h du matin, j'allume la radio et j'entends un journaliste qui dit « Très très mauvaise nouvelle, 15 000 scientifiques viennent de tirer la sonnette d'alarme. On est en train de perdre la bataille contre le climat, on va pas tenir les 2 degrés des accords de Paris, il va y avoir une montée des océans, une montée des températures, des pénuries, des sécheresses, des migrations de centaines de millions de migrants climatiques, des conflits armés. Donc très mauvaise nouvelle, me dit le journaliste. » Très bien. Bon, le lendemain matin, à la même heure, même journaliste qu'ici, très bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est la très bonne nouvelle? On a vendu pour 50 milliards d'Airbus à l'Arabie Saoudite. Et là, d'un seul coup, il est absolument flagrant que le cerveau humain, et même le cerveau de personnes a priori éduquées, comme des gens qui font l'information, qui la diffusent, qui ont été formés pour ça, est totalement incohérent. Parce que dire que c'est une très bonne nouvelle de vendre pour 50 milliards d'Airbus sans se rendre compte que c'est une grande partie de l'origine de la très mauvaise nouvelle qu'on a annoncée à propos du climat, c'est vraiment montrer que on nage en pleine incohérence. Et cette incohérence-là, elle est au cœur de nous tous les jours. On vit avec un cerveau qui est à la fois très performant et totalement inconséquent. Ça, c'est un véritable drame, parce que en même temps qu'il y a les marches pour le climat, la prise de conscience collective, l'action des militants, des jeunes, ce mouvement qui est en train de se développer, il y a toujours les choses qui continuent de grimper, c'est-à-dire les projections sur l'aviation internationale, la production annuelle d'automobiles, la consommation annuelle d'énergie fossile, la production de téléphones portables, la consommation mondiale de viande, et évidemment, comme résultat de tout ça, les émissions de gaz à effet de serre. Tout augmente, alors qu'en même temps, on se lamente de ce qui est en train d'arriver. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Aurélien Barraud. J'ajouterais que nous sommes intérieurement totalement inconsistants, incohérents, et que nous pouvons essayer de toutes nos forces de régler la situation. Tant qu'on ne comprendra pas l'origine de cette incohérence, on n'a aucune chance d'y arriver. Alors moi, quand on me pose la question, le cerveau est incohérent, le cerveau humain, celui qui a réussi à envoyer des hommes dans la Lune et en même temps celui qui est en train de s'aborder son propre avenir, de scier la branche sur laquelle il est assis, c'est une question de neurobiologie fascinante. Où est l'incohérence dans nos têtes? Alors grâce aux neurosciences, on peut aujourd'hui ouvrir la boîte noire du cerveau et se rendre compte qu'il y a un énorme défaut de fabrication. Et oui. Quel est ce défaut? Alors, si on regarde comment est constitué un cerveau, schématiquement, il y a
deux grandes parties. Alors il y a une partie externe qui s'appelle le cortex, qui est tout plissé, qui est très développé dans l'espèce humaine, et qui s'est développé assez récemment dans l'histoire de notre évolution. Il y a environ 100 000 ou 200 000 ans. Ça paraît long, mais par rapport à la longue histoire de la vie, et même de l'humanité, c'est très peu. Au centre du cerveau, il y a cette partie-là qui s'appelle le striatum, et qui est beaucoup plus ancien, qui est déjà présent chez nos ancêtres Homo erectus il y a 1 million d'années, même chez les macaques, même chez des petits rongeurs il y a des dizaines de millions d'années. Le striatum, il était déjà là. Il est très ancien, il est depuis le début. Alors, le cortex, lui, il fabrique de l'intelligence. C'est lui qui fait des Airbus, c'est lui qui fait votre téléphone portable. Mais le striatum, lui, il fait pas du tout de l'intelligence, il fait du désir brut. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous pousser à agir concrètement au quotidien et qui va nous récompenser avec du plaisir à chaque fois qu'on aura réalisé un certain nombre de comportements. Ce plaisir, il va nous le donner avec une molécule qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine, il va nous la donner à chaque fois qu'on va réaliser, donc, ce que vous disiez tout à l'heure, 5 grands comportements. Et donc, ces 5 grands comportements qui nous donnent du plaisir, évidemment, on n'arrête pas d'y retourner, on n'arrête pas de les produire. Et c'est ce qu'on appellera les 5 principes de l'action humaine. C'est très simple, effectivement. Ça commence par manger. Alors, manger, c'est indispensable à la vie. Et pendant des millions d'années, eh bien, pour notre striatum, donc, manger, ça voulait dire chasser, ça voulait dire trouver des proies, et ça voulait dire les manger et en manger sans limite, le plus possible, se remplir la panse pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'il n'y a pas de moyen de conserver la viande. Deuxième raison, vous n'étiez pas du tout sûr de trouver une autre proie avant des semaines ou avant des mois. Donc survivre, ça voulait dire être en mesure de manger sans limite. Donc à chaque fois que vous vous remplissiez la panse, votre striatum vous récompensait avec un bon shoot de dopamine. Mais pour survivre, il faut ensuite transmettre ses gènes. Et donc il faut faire des copies de son ADN. Pour ça, il y a une super invention, c'est le sexe. Donc, dans la loi de la sélection naturelle, le but, c'est de faire plus de copies de votre ADN que votre rival, que votre voisin. C'est ça qui va vous permettre de réussir à l'échelle de l'évolution. Et donc, à chaque fois que vous allez avoir plus de relations sexuelles que vos rivaux, ben, votre striatum va vous récompenser avec un bon shoot de dopamine. Mais il y a une troisième chose très importante pour survivre, c'est si vous arrivez à manger et avoir des relations sexuelles en étant le chef, en ayant du statut social. Pourquoi ? Mais parce que dans tout groupe dominidé, quand on est le chef, on a accès plus facilement à de la nourriture et à des partenaires sexuels. Donc c'est encore un avantage pour la survie. Résultat, dans un groupe d'hominidés ou de primates ou d'Homo erectus, pendant des millions d'années, à chaque fois que vous arriviez à grimper la hiérarchie sociale, à acquérir un peu plus de statut social, vous étiez récompensé par votre striatum, par un bon shoot de dopamine. Quatrième chose très très importante, c'est arriver à faire tout ça en minimisant ses efforts. Pourquoi ? Parce que depuis les débuts de la vie, il y a des milliards d'années dans les océans, dans les premières bactéries, opérait un principe appelé l'homéostasie. L'homéostasie qui dit que pour survivre en milieu hostile, il faut minimiser ses dépenses d'énergie et maximiser ses rentrées d'énergie. L'homéostasie, dans le cerveau humain, se traduit par une logique de minimiser donc ses efforts. Et on a même localisé dans le cerveau un petit groupe de neurones qui se trouve ici au cœur du striatum et qui nous donne de la dopamine à chaque fois, par exemple, que je prends la télécommande pour changer de programme plutôt que de me lever pour aller appuyer sur le bouton. C'est aussi simple que ça et c'est en œuvre en permanence. Minimiser ses efforts. Et puis il y a le 5e grand besoin humain qui est le besoin d'information. Nous sommes avides d'information. Là encore, ça se comprend si vous êtes un homme du paléolithique et que vous vous baladez dans la savane, vous avez besoin de manger et vous voyez une trace d'animal dans le sable ou dans la boue séchée. Super important, d'une part, de détecter cette information, car la nature est assez pauvre en information, il suffit de vous promener, vous allez voir, c'est pas facile d'en détecter. Et puis ensuite, il faut savoir la distinguer d'une autre trace, où est le lion géant qui va me manger et où est l'antilope que je vais pouvoir manger. Donc il ne faut pas se tromper. Donc notre striatum a été programmé comme ça sur des milliers de générations pour être avide d'informations et pour savoir bien les discerner. À chaque fois que nous étions capables de déceler de l'information, notre striatum nous récompensait avec un shoot de dopamine. Donc tout ce système des 5 grandes motivations est fabuleusement efficace. Ça a marché pendant des millions d'années. Ça nous a amenés là où nous sommes parce que c'est un outil de survie. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un problème ? Et il s'est passé quelque chose de décisif dans l'espèce humaine moderne, dans Homo sapiens sapiens, il y a environ 100 ou 200 000 ans, c'est que le fameux cortex cérébral, la partie évoluée de notre cerveau, qui nous dote d'une intelligence et d'un pouvoir d'abstraction, a commencé à se développer. Ça a été un changement déterminant dans l'histoire de la vie, et c'est le changement à partir duquel, finalement,
tout allait commencer à se dégrader. Pourquoi? Parce que le cortex cérébral a permis à nos ancêtres de décupler encore ses chances de survie de plusieurs façons. D'abord en inventant des outils. L'invention de l'arme de jet pour chasser, ça a permis de manger un peu plus. Et puis ensuite, l'invention de la roue, de la charrue, pour finalement assujettir le sol, lui faire produire des céréales, maîtriser la ressource alimentaire. Et puis toujours plus, l'invention du moteur à explosion, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, les engrais, les organismes génétiquement modifiés, l'élevage industriel, l'agriculture intensive ont fait monter les rendements grâce au cortex cérébral doué d'intelligence. Ce cortex cérébral, avec toute cette industrie, ne fait que nourrir le désir ancestral du striatum de manger sans limite. Le résultat, c'est la société de pléthore dans laquelle on se trouve, avec, pour la première fois en 2019, nous annonçait l'OMS, cette situation paradoxale où on meurt plus de l'obésité et du surpoids dans le monde, et de ses conséquences, que de la faim dans le monde. C'est-à-dire que la problématique de la rareté est devenue une problématique de la pléthore. Partout, les courbes d'obésité sont en pleine augmentation sur tous les continents, et aujourd'hui, les conséquences de l'agriculture intensive en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce besoin initial sans limite de notre petit striatum de primates, associé au pouvoir de l'intelligence instrumentale du cortex, donne la société de pléthore alimentaire. Le deuxième grand besoin dont je parlais, le besoin de sexe. Bon, tant que vous étiez un petit primate dans la savane en train de chercher des partenaires sexuels, ça ne pouvait pas nuire beaucoup à l'environnement. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Rappelez-vous l'histoire, le cortex cérébral d'Homo sapiens se développe et il invente plein de choses fantastiques. Il invente Internet, par exemple. Internet, qu'est-ce que ça permet de faire? Des sites de rencontres, des sites pornographiques. Et puis vous commencez à pouvoir visionner du sexe en boucle. Et le petit striatum qui, lui, a été au régime sec pendant des millions d'années. Pas facile de rencontrer des partenaires sexuels dans la savane, vous êtes dans un petit groupe de 50 personnes. Mais là, vous êtes dans un univers virtuel où vous pouvez visionner en boucle des millions de fois. Le résultat, c'est que l'humanité, aujourd'hui, consomme 136 milliards de vidéos porno à l'année. Voilà. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est à peu près 30% du trafic numérique sur le web qui lui-même a dépassé en émissions de gaz à effet de serre le secteur aérien. Donc ce petit besoin qui est au départ tourné vers la transmission de la vie devient un moyen de destruction de la vie. Toujours ce mouvement de bascule. Troisième grand besoin humain, je vous parlais du besoin de statut social. Alors ça vient de très très loin, chez beaucoup d'espèces de mammifères sociaux. La domination, ça existe aussi chez nos proches cousins primates, on se tape la poitrine. Et puis même chez nos plus récents cousins primates, là aussi, la domination, ça joue à plein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous étiez de nouveau un petit groupe d'Homo erectus, bon, vous vous tapiez la poitrine, vous gagniez un combat, et puis vous récupériez les femelles pour vous reproduire. Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit, c'est que la taille du striatum d'un individu, ici, est proportionnelle à son statut social dans l'entreprise. C'est-à-dire que plus vous grimpez dans une entreprise ou en politique, plus votre striatum grossit. Alors ça, c'est quand vous avez la chance d'être quelqu'un qui a du pouvoir entre les mains, mais pour tous les gens qui peuplent finalement nos cités, des milliards de personnes sur tous les continents, qui sont aussi en besoin de statut social, on a inventé quelque chose de fantastique, qui est Internet et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notamment statutaires, Facebook, Instagram, proposent de gagner du statut social virtuel. Et ce qui se passe dans le cerveau d'un internaute quand il gagne des likes, par exemple, quand il gagne du prestige sur la toile, eh bien, on voit exactement s'activer son striatum. Par contre, quand il perd des likes, tout de suite, le striatum arrête de s'activer, il n'a plus de dopamine, donc c'est insupportable. Donc il faut y retourner. Alors on retourne sur les réseaux sociaux, on fait fonctionner la machine d'Internet et les serveurs extrêmement énergivores, et on augmente la consommation globale d'électricité pour rien, en fait. Et évidemment, tout ça est encore largement à base d'énergie fossile, donc on dégage des gaz à effet de serre. Un autre moyen d'avoir du statut social que par les réseaux sociaux, c'est par l'automobile. L'automobile, grand vecteur de statut social devant l'éternel depuis presque un siècle. Aujourd'hui, par exemple, si vous montrez à un homme, beaucoup plus un homme qu'une femme, une voiture de sport, vous voyez s'activer son striatum directement. Donc la perspective de posséder un tel engin, évidemment, va titiller son besoin de statut social, parce qu'il va se montrer sous son meilleur jour, signe extérieur de richesse, et évidemment, toutes les publicités jouent à fond, beaucoup de publicités pour l'automobile, sur le statut que ça vous procure. Et là, évidemment, ça coûte extrêmement cher en termes de matériaux de construction et évidemment de consommation d'hydrocarbures.
J'en viens au quatrième grand besoin qui est celui de minimiser ses efforts, celui de besoin de ne rien faire. Je vous parlais de ces neurones qui donnent de la dopamine quand on minimise ses efforts. Alors quand vous arriviez à vous reposer au bord de la plage après avoir mangé un cuisseau de sanglier et que vous étiez quelques dizaines de milliers à la surface de la Terre comme nos ancêtres, ça ne posait pas de problème à grand monde. Mais rappelez-vous que le cortex cérébral a ensuite inventé beaucoup d'appareils qui permettent de minimiser ses efforts. Quand vous avez le choix entre prendre le vélo pour aller au travail ou vous installer dans une berline confortable, d'allumer la climatisation, puis de mettre votre programme radio télévisé, de sentir le cuir moelleux sous vos fesses, eh bien pour le striatum, il n'y a pas photo, il choisit automatiquement la solution la plus confortable et la moins fatigante. Mais on a inventé tout aujourd'hui pour nous soulager de nos efforts. On se rend même plus compte, moins on en fait, moins on veut en faire. La domotique, les assistants vocaux, vous n'avez même plus à vous lever de votre canapé pour commander des sushis en appuyant sur un bouton. Non, vous dites juste quelques mots que vous balbutiez paresseusement et tout arrive, tout servi. Mais ça a un coût énorme pour la planète. Et puis évidemment l'électroménager, et puis siroter une coupe de champagne dans un avion au-dessus de l'océan sans dépenser une calorie, évidemment, ça c'est quand même un achèvement fantastique de l'humanité. On se laisse simplement entraîner par notre striatum, faut jamais l'oublier. Dernier besoin. Ah oui, ça j'aime bien cette photo parce qu'elle montre que même quand on veut faire du sport, on est quand même gouverné par ce petit besoin d'en faire le moins possible. Le cinquième grand besoin, oui, nous sommes des dévoreurs d'informations, j'ai expliqué pourquoi dans la préhistoire, mais aujourd'hui, évidemment, comme le cortex cérébral a inventé toutes sortes de supports d'information, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'était à la préhistoire. Ok, c'était difficile de trouver de l'information, mais aujourd'hui, que fait le striatum dans un monde saturé d'informations? C'est en ville quand vous vous promenez, c'est au travail, les notifications, les alertes email dans le coin de votre écran qui distraient votre attention. C'est évidemment les notifications sur votre smartphone. L'information est partout. Il y a les flux déroulants, il y a les bouquets télé, il y a la presse, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez passer votre vie à faire fonctionner votre besoin d'information. Il y a même un terme qui a été inventé qui s'appelle le terme de scroller. C'est faire défiler son menu déroulant sur son smartphone sans rien retenir, mais simplement en réactivant toutes les 5 secondes ce petit besoin primitif d'information. Alors, ça coûte évidemment très cher, puisqu'on se retrouve avec des objets dont on n'a rien à faire et qui ne nous rendent pas forcément plus intelligents et qui ne nous aident pas à communiquer forcément les uns avec les autres. Donc on voit très bien que le besoin du striatum de nourrir comme ça ces grandes motivations de base a été un avantage dans un milieu hostile qui a été celui de nos ancêtres pendant des millions d'années, mais qu'une fois qu'on bascule dans un milieu technologique de pléthore, ça devient finalement notre plus grand danger. Et moi je dirais que notre cerveau, qui a été notre meilleur ami, notre meilleur allié, est devenu aujourd'hui notre pire ennemi. Alors pourquoi on n'y arrive pas finalement? Pourquoi est-ce que ces passions consuméristes, voilà, vous voyez un peu ce que j'entends par là, bloquent notre passage à l'acte? Eh bien tout simplement parce que si on essaye de réduire finalement notre train de vie et notre recours à tous ces gadgets, c'est très difficile. Parce que pour le striatum, j'appelle ça, c'est marche ou crève, c'est-à-dire que lui, il n'a qu'une logique en tête, c'est toujours plus. C'est hors de question de réduire. Et ça, on le voit quand on mesure l'activité des cellules nerveuses de notre striatum, des neurones plus profonds de notre cerveau, avec des électrodes. Ce qu'on voit, c'est que la libération de dopamine dans notre striatum, à mesure qu'on donne toujours à une personne la même quantité de stimulation, c'est-à-dire la même voiture, le même salaire, le même partenaire sexuel, au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, la quantité de dopamine finit par diminuer, voire par devenir négative. Et donc le seul moyen pour relancer la production de dopamine et donc de plaisir, c'est d'augmenter les doses. Ça s'appelle l'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre salaire ne vous suffit plus, votre partenaire sexuel ne vous suffit plus, votre statut social ne vous suffit plus, il faut grimper, il faut augmenter, il faut changer de voiture, il faut augmenter le salaire, il faut trouver toujours une source de confort supplémentaire pour relancer la production de dopamine. Ça, c'est un principe de croissance biochimique inscrit dans nos neurones. On vient de très loin avec ce moteur au fond de nous. C'est ce qui fait qu'on en a voulu toujours plus. C'est ce qui fait que nous sommes une espèce expansive, une espèce dominatrice, une espèce aujourd'hui invasive. Ce moteur de croissance dans notre cerveau, c'est pas pour rien qu'on lui a donné comme écrin
pour son épanouissement la croissance économique. C'est pour ça que c'est si difficile de penser autrement qu'en termes de développement et de croissance. Ce que disait Aurélien Barraud tout à l'heure, il faut le mettre en parallèle avec cette extrême difficulté qu'est la nôtre en tant qu'individu biologique amené à se développer, de penser autrement. Et donc il va falloir trouver autre chose que se soumettre à notre striatum. Ça va être ça l'enjeu. C'est un travail interne, c'est un travail cérébral. L'autre grand obstacle qui se dresse devant nous, c'est que si vous pensez à l'état de la planète qu'on va laisser à nos enfants dans 20 ou 30 ans, vous allez vous dire oui, il faut faire quelque chose. Mais c'est la partie intelligente de votre cerveau qui va se dire ça, c'est le cortex cérébral. Le striatum, lui, il est absolument incapable de raisonner de cette façon parce qu'il n'a pas la notion du temps. Quand on lui dit 20 ans, 30 ans, ça ne veut rien dire pour lui. Le striatum est programmé pour prendre ce qu'il peut tout de suite. Et une expérience assez fabuleuse qu'il avait montrée, l'expérience de Walter Mischel sur l'expérience du marshmallow. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Ça se fait au début avec des enfants. Alors avec les enfants, on les fait venir au laboratoire, et puis on assied l'enfant sur une chaise et on lui dit « Tiens, je vais te donner un marshmallow. Alors soit tu le manges tout de suite, soit tu attends 3 minutes et tu en auras 2. » Donc là, il doit penser à se projeter dans le temps et à ne pas céder à l'attrait de l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, il est tenté, évidemment. Et puis, dans son cerveau, il y a cette fameuse bataille cérébrale dont je vous parlais. Il y a le cortex préfrontal ici qui commence qui veut résister. Mais il y a le striatum qui pousse, qui dit prends maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon. Difficile attente, difficile lutte interne. Le cortex préfrontal tient le coup pour l'instant. Mais pour les autres, c'est assez vite décidé, c'est le striatum qui l'emporte dans 85% des cas dans cette expérience. Les enfants ne résistent pas à l'attrait du marshmallow qui titille comme ça l'envie de récompense immédiate. Lui tient vraiment bien. Et puis à la fin, quand même, chose promise, chose due, l'expérimentatrice revient et lui dit « Tu as résisté, tu t'es projeté dans l'avenir ». Et tu vas en avoir la récompense. Voilà à quoi ça mène. Ça, ce garçon, vraiment, il nous montre notre avenir, l'avenir de l'humanité. Malheureusement, le striatum gagne toujours. Ce que montre cette expérience, parce qu'on la recommence avec des adultes, non pas avec des marshmallows, avec des sommes d'argent, et il se passe exactement la même chose. La plupart des gens préfèrent empocher tout de suite une petite somme que d'attendre longtemps pour en avoir une plus grande. Et c'est exactement ce qui se passe avec la situation où on est. Si vous avez le choix entre une bonne côte de bœuf maintenant ou une planète dévastée dans 30 ans, une grande majorité de personnes se dit tant pis, ça va pas faire une grosse différence, et puis je pourrais toujours commencer à changer de régime demain. Et là, c'est le striatum qui vous dupe totalement, qui vous concentre, qui vous comprime dans l'instant présent. On est complètement victime de cette déformation, ce biais cognitif qui s'appelle la dévalorisation temporelle. Alors, une fois qu'on sait tout ça, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ce phénomène fait de nous des addicts à la rapidité. Et donc, comme vous êtes habitués à avoir tout rapidement, et que de plus en plus d'appareils autour de nous nous fournissent tout de plus en plus rapidement, on parlait d'Amazon tout à l'heure, enfin c'est partout pareil, et on construit toujours plus d'appareils qui vont plus vite. Par exemple, là, je crois que c'est la vitesse de computation des ordinateurs portables qui ne cesse d'augmenter. Là, c'est la part de marché des plateaux cuisinés, que vous avez juste 45 secondes au micro-ondes plutôt que de passer 2 heures à faire la cuisine. Vous avez, non, là c'est l'ordinateur. Avant c'était le développement des lignes à grande vitesse. Et tout augmente, tout va toujours plus vite. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez ici les fibres cérébrales qui vous permettent d'attendre, de résister. C'est ce qui était à l'œuvre chez le petit garçon. Voilà. Ces fibres cérébrales, quand elles sont dans un monde où on peut avoir tout de plus en plus rapidement, elles sont de moins en moins entraînées, on n'est plus obligé d'attendre. Donc, ce qu'on observe en imagerie cérébrale, c'est qu'elles s'atrophient. Autrement dit, vous perdez la capacité physiologique d'attendre. Quand vous perdez la capacité physiologique d'attendre, vous êtes de plus en plus attiré vers toutes les offres technologiques de services notamment, qui vous permettent d'avoir tout très vite. Aujourd'hui, quand Amazon dit qu'un produit est parti avant que vous le commandiez, c'est vrai, il est déjà en route, c'est organisé comme ça, c'est très bien fait, parce que ça vient nourrir ce besoin qui résulte en fait de l'atrophie d'une fonction cérébrale essentielle, qui est la tolérance à la frustration et à l'attente. Donc il y a un cercle vicieux qui s'instaure, tout va toujours plus vite, on est de moins en moins capable d'attendre, donc on veut toujours plus rapide. Le serpent se mord la queue, alors que c'est le contraire qu'il faudrait. Il faudrait qu'on développe notre capacité à résister à l'attrait de l'instant
pour se projeter dans le futur et pour déterminer nos actions présentes d'après les enjeux futurs à long terme. Ça, c'est une priorité absolue. Alors, on voit bien qu'il va s'agir d'utiliser son cerveau différemment et de se soustraire à l'emprise tyrannique du striatum. Vous avez compris que le carburant du succès là-dedans, c'est une molécule, c'est la dopamine. On ne peut rien faire sans dopamine. Et donc, l'enjeu, ça va être d'obtenir cette dopamine vitale par des moyens qui ne sabordent pas notre avenir et ceux de nos enfants. Alors, il y a un premier moyen de le faire, qui est de faire intervenir la conscience. Et ça, c'est quelque chose que notre société a complètement laissé de côté. Le cortex cérébral dont je vous ai parlé, il est aujourd'hui totalement utilisé pour faire de l'intelligence pure, de l'ingéniosité, de l'instrumentalisation, du rendement, des machines qui donnent à notre striatum tout ce qu'il demande. Mais il a une autre capacité physiologique, il est fait pour ça depuis très longtemps, on l'a complètement oublié, c'est pour faire de la conscience. La conscience, c'est pas pareil que l'intelligence. Vous pouvez être très intelligent et n'avoir pas du tout conscience des conséquences de ce que vous faites. Et à l'inverse, vous avez des gens qui peuvent avoir un très haut niveau de conscience sans être forcément très intelligents. Le cortex cérébral peut et doit être utilisé pour nous rendre davantage conscients à la fois des enjeux qui nous attendent et puis mais de ce que nous vivons tous les jours. Par exemple, l'addiction à la nourriture, ce besoin de manger toujours plus, hein, qui nous vient de cette croissance biochimique dont je vous parlais, et qui touche de plus en plus de personnes dans le monde, elle peut être évitée si on développe la conscience du fait de manger. Si par exemple, vous êtes devant votre télé et que vous mangez, vous piochez dans un sachet de chips, votre conscience est happée par le téléviseur. Et donc, vous n'êtes pas présent pour savourer véritablement ce qui est dans votre assiette. Et toutes les études montrent que vous mangez à ce moment-là entre 40 et 60% de calories en plus. Alors que si vous éteignez l'écran et que vous focalisez votre conscience sur la nourriture qui est dans votre assiette, à ce moment-là, vous aurez autant de plaisir et donc autant de dopamine avec beaucoup moins de quantité. Et ça, c'est un enjeu majeur. Il faut aller du quantitatif vers le qualitatif, de la consommation vers la conscience, vers la capacité à savourer ce qu'on a, même si on n'a pas beaucoup. Et il y a des programmes aujourd'hui thérapeutiques pour les personnes qui sont... J'ai plus que 4 minutes, il faut aller toujours vite. Pour les personnes qui sont en addiction vis-à-vis de l'alimentation, on leur fait des programmes comme ça, on leur apprend dans le temps long à retrouver la saveur et la conscience de petites quantités de nourriture. Elles ressortent de là en reprenant le contrôle de leur alimentation et en retrouvant en fait le plaisir de manger. C'est très important, ça montre qu'on peut aller vers une société où on aura plus de bonheur sans forcément avoir plus de production et de consommation. Une deuxième voie, pour avoir de la dopamine sans détruire notre monde, c'est par la société de la connaissance. Il y a des expériences d'imagerie cérébrale à l'Université de Californie, il y a 5 ans, qui ont montré que lorsqu'on éveille l'esprit des enfants, par exemple, avec des questions de culture générale, en les amenant au musée, en leur posant des quiz, en titillant leur curiosité, ils commencent à libérer de la dopamine dans leur striatum, exactement comme ils le feraient en fait devant une PlayStation. Mais simplement, ça prend un peu plus de temps. Il faut au moins 20 minutes pour que la dopamine s'écoule grâce à la curiosité pour la pure connaissance. Et le problème, c'est que les PlayStation et les vidéos YouTube, ça se fait en 5 à 10 secondes. Donc c'est un enjeu, c'est là que va se jouer la bataille. Comment réapprendre le temps long pour retrouver de la dopamine par des choses qui sont à impact carbone nul, comme la connaissance pure, qui nous édifie et qui crée du lien social en plus. Et je terminerai sur un moyen d'avoir de la dopamine, non pas en cherchant à accumuler toujours plus pour soi-même, parce que ça, c'est quand même le socle de la croissance et de l'envie de posséder toujours plus, mais en donnant, en partageant, puisque là aussi, on dispose d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que lorsqu'on préfère donner une partie de l'argent qu'on a plutôt que de le garder pour soi, on active son striatum et on obtient de la dopamine. Alors dans ces expériences, c'était les femmes qui arrivaient à obtenir de la dopamine en partageant et pas les hommes. Alors ça posait une grande question. Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est hormonal? La réponse est vite tombée. Pas du tout, c'est de l'ordre de l'éducation, parce que dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui encore, on s'aperçoit qu'on valorise les petites filles quand elles font preuve d'empathie et de sollicitude, alors qu'un petit garçon qui rentre de l'école, on va le valoriser s'il ne s'est pas laissé marcher sur les pieds, s'il s'est battu pour son goûter, s'il a été compétitif pour l'avenir qui l'attend. Et donc c'est un modèle de normes sociales et d'éducation qui peut conduire à avoir de la dopamine, soit par le partage, soit par l'égoïsme et la compétition. Aujourd'hui, on oriente les petites filles vers le partage en les valorisant quand elles le font, donc on leur donne du statut social, et le statut social, souvenez-vous, c'est ça qui donne de la dopamine, mais les garçons, en général, on continue à leur donner du statut social et donc de la dopamine quand ils sont compétitifs. Et là, il y a un choix
Aurélien Barraud parlait de repenser les cadres de la société. À mon avis, ça en fait partie. Redéfinir les cadres de désirabilité et les valeurs morales et les valeurs finalement de valorisation des personnes, de prestige. Qu'est-ce qui fait qu'on va être une personne désirable, reconnue, cool même, entre guillemets, pour les jeunes? Si on arrive à créer cette norme de partage, source de dopamine, à ce moment-là, c'est tout à fait possible. On a la main là-dessus, on peut le faire. Et puis, je terminerai quand même en parlant de la nécessité de retrouver l'accord avec soi-même. Parce que si on reprend la question du départ, pourquoi nos passions consuméristes nous bloquent dans le passage à l'acte? Et je reviens à cette contradiction. Combien sommes-nous finalement à vouloir posséder, dépenser, consommer, jouir, et en même temps à souffrir du fait que nous sommes conscients des conséquences? Il y a un conflit cognitif qui s'instaure à ce niveau-là entre ces deux informations contradictoires. Et aujourd'hui, notre chance, c'est de savoir où se matérialise ce conflit cognitif dans le cerveau. C'est une autre partie du cerveau qui est un peu au-dessus du striatum, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est ici. Et ce cortex singulaire antérieur s'allume à chaque fois que nos actes ne sont pas en accord avec notre conscience et nos connaissances. Ça donne lieu à une dissonance cognitive, ça provoque la libération d'hormones du stress, de l'angoisse, ça crée un mal-être, ça crée un désaccord entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et ça, on se trouve beaucoup mieux une fois qu'on désamorce ce désaccord et quand on crée de l'harmonie entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Donc là, il y a la notion d'alignement interne qui aujourd'hui a un substrat neurobiologique extrêmement important pour repenser finalement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on trouve bien. Et là encore, je me trouve en face avec le conférencier qui a précédé. Et toutes les expériences montrent qu'aujourd'hui, que quand on arrive à éteindre ce signal d'alarme qui nous montre nos désaccords internes, à ce moment-là, on se porte beaucoup mieux soi-même ainsi que notre entourage. Donc c'est vraiment effectivement au niveau cérébral, au niveau de la société et au niveau de la planète tout entière que se trouve notre cerveau, carrefour de tous ces enjeux. J'ai pris beaucoup de temps, je suis désolé. Merci de votre attention, puis on pourra peut-être en reparler. Juste une remarque sur l'éducation actuelle qui va à l'encontre de la neurogénèse, c'est-à-dire de la bonne construction des cerveaux. Alors, on voit souvent des parents, par exemple, dehors, dans les magasins, qui parlent à leurs gamins comme à des adultes, c'est-à-dire en surstimulant le cortex associatif frontal, qui n'est pas mature, par définition, c'est pour les petits-enfants. C'est-à-dire ne respectant pas les étapes de la maturation du cerveau, qui doit aller du cerveau central, donc striatum, et progressivement stimuler la neurogénèse, maturer les relations synaptiques, les conductions synaptiques vers le frontal, avec le cortex associatif de surcroît, droite-gauche, qui va arriver à faire une sorte de nouvel équilibre par rapport à la réflexion, à l'environnement. Donc, la neurogénèse du cerveau frontal va se construire sur une dissociation avec le cerveau central du striatum, créant une sorte de, je dirais, bipolarité schizophrénique. Bien entendu, ça peut être léger, mais le cerveau frontal, le cortex associatif, va se construire sans fondation, sans structure de base, et ne va pas pouvoir asseoir énergétiquement une décision. Donc en gros, les décisions vont être prises dans le vide, il va leur manquer de l'énergie. Alors, cela peut être compensé par d'autres facteurs, mais si ce mécanisme continue à évoluer, au bout d'un moment, la nourriture du cerveau préfrontal, notamment dans les études, je ferai un paragraphe après sur les études des enfants que l'on surstimule au niveau des études, va d'un seul coup se retrouver dans le vide et s'effondrer. Et on peut constater souvent maintenant des grandes dépressions, des burn-out d'enfants, des grandes lassitudes, voire même ceux qui rechignent d'aller à l'école, ou enfin, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Et voilà, donc cela vient en fait des parents qui ne suivent pas les étapes d'évolution. Montessori parlait aussi de ces grandes étapes qu'il faut respecter. Et de plus, et là je le constate fréquemment, comme les cerveaux vibratoires quantiques sont vides, cette supra-contrôle
qui doit normalement atténuer toutes les toutes les transmissions synaptiques, leur donner un sens. Eh bien, ça ne se fait pas, et le cerveau se constituant, donc je répète, sur du vide, est en grand danger. Alors par exemple, on a maintenant souvent les jeunes, alors souvent les filles, parce qu'elles ont besoin maintenant de rattraper une sorte de misogynie, hein. On sent que c'est leur heure est venue. Oui, mais les jeunes filles qui vont faire des études, vont être très brillantes pour toujours être la première, pour essayer de compenser quelque chose, vont le faire, enfin quand je palpe leur cerveau, sur un cerveau vibratoire qui est vide. Donc elles vont devenir hors sol, elles vont devenir déracinées. Et si elles deviennent, par exemple, chefs d'entreprise ou ont un poste important, alors j'ose pas parler de nos ministres actuels, eh bien la décision va être prise sans racine au niveau de l'intérêt d'une grande communauté, si vous voulez, hein. Donc c'est un grand drame qui se passe actuellement. L'éducation qui n'est pas adaptée, qui est trop surstimulante, hein, peut-être la peur, peut-être ce besoin d'être la première pour ne pas manquer, hein. On retrouve le striatum, et les capacités du cerveau qui ne suivent pas. Donc voilà, s'il y a un message à passer pour ces jeunes, eh bien, de faire attention et de comprendre qu'il y a autre chose que de surremplir son cerveau quand il est vide au niveau de ses racines. Alors bien entendu, notamment la pulsation, le mouvement médusa, voilà. Bon, ben maintenant, vous avez compris que vous êtes gouverné par des parasites qui n'ont d'autre choix pour survivre que de vous réduire en esclavage et qui de toute façon vont mourir et vous amener à la mort. Ils ont passé un petit pacte avec des gens de la famille du serpent sur cette question de l'ADN synthétique, ce qui était d'ailleurs caché dans le mythe du paradis de l'Éden. Et évidemment, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'ADN. C'est l'arbre de l'ADN. Et donc réfléchissez à ce qui est en train de se passer, réfléchissez par qui vous êtes gouverné, et quand vous allez le comprendre, vous serez comme moi, le plus tôt possible, et le plus vite possible, et le plus possible, ça sera quand même mieux. Eh ouais.